Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce jeudi 19 mars. Très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition de votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Je vous le répète très souvent, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et pour bien démarrer sa journée. Comme tous les jours, vous aurez bien sûr l'occasion de réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. Nous recevrons ce matin dans l'invité de la matinale à 8h10, Maxime Dichard, professeur d'histoire-géographie et d'histoire contemporaine dans un établissement de Châlons et également à l'ICES. Avec lui, nous ferons une analyse des résultats du premier tour des élections municipales et nous aborderons bien évidemment le second tour prévu dimanche prochain. Mais avant cela, il est temps de regarder ensemble votre météo pour aujourd'hui. Quel temps va donc-il faire en Vendée en ce jeudi? C'est un beau et grand soleil qui est présent sur l'ensemble du département. Les températures sont plutôt fraîches ce matin, comptez 5 degrés dans les terres, 8 sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions vont rester similaires et nous retrouverons des températures plutôt douces pour la saison avec 16 degrés dans les terres et 18 degrés sur le littoral vendéen. Et en parlant du littoral, justement, on regarde maintenant les horaires des marées comme tous les matins. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec un coefficient assez important aujourd'hui, à 97 à 101. La première basse mer est prévue à 11h05 et ensuite à 23h23. La première pleine mer était cette nuit à 4h47. La suivante sera donc à 17h03. Au niveau du passage du Gois, coefficient identique, toujours 97 à 101 pour aujourd'hui. La première basse mer là est prévue à 11h21, puis ensuite à 23h40. La première pleine mer était cette nuit à 4h28. La prochaine sera donc à 16h42. On fait maintenant un point sur vos conditions de circulation en Vendée pour aujourd'hui. Rien de spécifique à vous signaler, mais quelques travaux néanmoins à vous rappeler, travaux en cours sur l'ensemble donc de cette semaine. Prudence sur différentes 4 voies. La 4 voies entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, celle entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau, celle entre La Roche-sur-Yon et Esnay et également la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Montaigu. Sur ces 4 axes, les voies de circulation sont réduites à une voie dans les deux sens en raison de travaux, notamment de changement de la signalisation. Prudence également sur l'axe La Roche-sur-Yon-Luçon où vous retrouvez 3 zones de travaux. La première à la sortie de La Roche-sur-Yon avec donc une circulation alternée en raison de travaux d'élagage. La deuxième à Saint-Florent-des-Bois dans la traversée de la commune avec là aussi une circulation alternée. Et enfin la dernière zone, c'est au lieu-dit La Frise après la traversée de Mareux-sur-l'Adisset avec là aussi une circulation alternée en raison de travaux de remplacement de poteaux. Comme tous les matins, nous vous posons une question en lien avec l'actualité du jour. Question à laquelle vous pouvez bien sûr répondre sur la page Facebook de TV Vendée. Vous répondez en commentaire. Voici la question du jour. La pratique des échecs est en plein essor. Et vous, êtes-vous prêt à vous lancer? Êtes-vous déjà joueur? Nous en parlerons dans quelques instants du développement des échecs. Vous répondez donc à la question du jour sur la page Facebook de TV Vendée. Il est temps de faire ensemble un premier point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur ces 2 incendies cette nuit en Vendée. Le premier à l'Aiguillon, la Presqu'île, un feu de garage attenant à une habitation. 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. À leur arrivée, ce garage de 80 mètres carrés était totalement embrasé. L'incendie a pu être maîtrisé à l'aide de 2 lances. Il n'y a eu aucun blessé et l'habitation attenante a pu être préservée. Le deuxième incendie s'est lui déroulé à Puyraveau dans une habitation de 80 mètres carrés. 21 sapeurs-pompiers étaient mobilisés et sont rapidement intervenus, ce qui a permis de préserver une grande partie de la maison. Les 2 occupants de l'habitation ont été pris en charge par les secours pour un bilan médical. Dimanche prochain, les électeurs de 11 communes du département vont devoir se rendre à nouveau aux urnes pour le second tour des élections municipales. Nous avons choisi de faire un focus cette semaine sur 3 villes. Après les Sables d'Olonne, direction ce matin La Roche-sur-Yon pour commencer. 3 candidats sont toujours dans la course à la mairie. Romain Bossis, candidat d'Hiver Gauche, Luc Boire, candidat d'Hiver Droite et Freddy Roy, candidat de l'UDR, soutenu par le Rassemblement National. Cette semaine, les 3 candidats tentent de convaincre notamment les abstentionnistes. En effet, un peu plus de 44% des électeurs lyonnais ne se sont pas déplacés pour le premier tour. Reportage de Jeanne Bell. À La Roche-sur-Yon, les listes qui se présentent dimanche pour le deuxième tour des municipales sont en pleine campagne. Romain Bossis est arrivé en tête avec 46,27% des voix. Il mise sur le porte-à-porte pour récupérer des voix supplémentaires.
On a identifié les zones en fonction des résultats électoraux où il y avait des abstentionnistes. Et donc l'idée sur cette dernière ligne droite, c'est aussi d'aller chercher celles et ceux qui ne sont pas allés voter dimanche dernier. On aborde ce second tour confiant, mais en même temps avec une certaine humilité, puisque rien n'est fait jusqu'à dimanche. Donc on continue à aller convaincre les Lyonnaises et les Lyonnais que notre projet, notre équipe, notre méthode est celle qu'il faut aujourd'hui pour La Roche-sur-Yon. Son adversaire, le maire sortant Luc Boire, arrivé à la deuxième place avec 37,76% des voix, compte lui aussi sur les abstentionnistes du premier tour pour briguer un troisième mandat. Ces 3000 voix, on va aller les chercher chez les abstentionnistes, évidemment, mais aussi chez ceux qui ont voté pour l'UDR et le RN. Les gens qui ont voté UDR et RN savent très bien que continuer à faire ce vote-là, c'est voter pour la gauche mélenchoniste. Ce second tour, pour nous, est évidemment primordial. Nous avons tous été extrêmement surpris du premier tour, et d'ailleurs, c'est ce que j'entends dans la rue en permanence, avec des gens qui viennent me voir. Le candidat Freddy Roy, à la troisième place de cette triangulaire avec 11,74%, a conscience de son retard, mais continue les efforts pour récupérer des électeurs. La surprise générale, on est admis à qualifiés pour participer au deuxième tour, donc on a un bon état d'esprit. Nous sommes bien conscients qu'il y a un duel entre le sortant macroniste et le socialiste. Nous, on a 2500 voix, un peu plus. On veut représenter les électeurs au conseil municipal et s'installer pour la durée dans le paysage politique lyonnais. Réunions publiques, porte-à-porte et communication sur les réseaux sociaux, toutes les stratégies sont exploitées pour récupérer les dernières voix. Autre ville concernée par le second tour, c'est Challans, la grande ville du nord-ouest Vendée, avec là aussi 3 candidats toujours en lice. Le maire sortant, Rémi Pascreau, divers centres, arrivé deuxième dimanche dernier avec 29,57% des voix. Alexandre Huvet, premier adjoint de l'équipe en place, candidat divers centres également, arrivé en tête du premier tour avec 41,65% des voix. Et Marie-Amélie Annereau du Rassemblement national, arrivé troisième du premier tour avec 21,21% des voix. Ces 3 candidats n'ont pas baissé le rythme lors de cette campagne d'entre-deux tours, à tractation, réunions publiques ou encore activités ludiques pour aller à la rencontre de potentiels futurs électeurs. Florian Wozniak les a suivis. Maintenir son avance, renverser la tendance ou consolider son électorat, la campagne d'entre-deux tours bat son plein à Challans. Pour la candidate du Rassemblement national, Marie-Amélie Annereau, cette semaine à la rencontre des Chalandais est l'occasion de renforcer les liens avec les électeurs. C'est très important pour nous de pouvoir constituer un réel bloc d'opposition à la mairie de Challans. Ça va nous permettre de pouvoir défendre les intérêts des Chalandais, de pouvoir apporter un regard différent de celui de l'équipe qui sera élue. Et puis parfois de soutenir, parfois de s'opposer quand ce sera nécessaire et que ça ira dans l'intérêt des Chalandais. Et puis pour nous, l'objectif va être de maintenir notre score dans un premier temps et surtout d'essayer de l'augmenter encore un petit peu pour nous permettre d'avoir le plus de conseillers possible au conseil municipal de Challans. Arrivé en seconde position lors du premier tour, la liste du maire sortant, Rémi Pascreau, mise sur le dialogue et l'échange avec les électeurs afin de reconquérir ceux qui n'auraient pas voté en leur faveur. Notre objectif, c'est remercier les électeurs qui ont voté pour nous, donc c'est très important. Et puis vous voyez, on prend du plaisir à pouvoir échanger avec ces gens-là. Et puis rencontrer aussi les gens qui n'ont pas fait le choix de notre liste pour leur expliquer ce que nous proposons. Et puis parfois entendre aussi la colère, parce qu'il y a des gens qui sont en colère. Et moi j'aime bien discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que ça me permet d'entendre aussi leurs arguments, leur avis. Et puis ça nous permet en tout cas d'enclencher un échange, et en général les échanges sont toujours très positifs. Enfin pour Alexandre Huvet, tête de liste Challans en grand, arrivé en pole position dimanche dernier. L'entre-deux tours est l'occasion de faire campagne auprès de nouveaux publics. C'est un principe d'énigme pour entrer en contact avec des publics qu'on rencontrerait moins, des publics familiaux. L'idée c'était de faire une campagne différente de ce qu'on voit d'habitude. On a fait des temps de rencontres autour de thématiques précises, le sport, la culture, où il y a eu un concert, il y a eu de la pratique sportive. Et là l'idée c'était de faire un petit jeu d'énigmes qui nous permet
permettent de rentrer en contact et de venir aborder des thèmes de notre programme. Et puis c'est important pour nous de faire vivre le centre-ville. C'est un axe fort du programme, l'attractivité du centre-ville, faire rayonner cet outil qui est cette nouvelle place. 18 807 électeurs sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche à Chaland. Seulement 6 habitants sur 10 avaient fait le déplacement la semaine dernière. Et rendez-vous ce dimanche dès 19h45 en direct pour une soirée spéciale consacrée au second tour des élections municipales. Une émission réalisée en partenariat avec RCF Vendée. 11 communes sont concernées par ce second tour. Au programme, résultats, analyse et réaction des candidats tout au long de la soirée. À suivre donc sur TV Vendée et RCF Vendée dimanche à partir de 19h45. La semaine dernière, le groupement d'agriculture biologique de Vendée, le GAB 85, tenait à son assemblée générale annuelle. L'occasion de revenir sur les dossiers marquants de l'année écoulée, notamment la mobilisation des agriculteurs bio contre la loi Duplon ou encore la défense du maintien de l'agence bio, le groupement d'intérêt public chargé de structurer, promouvoir et développer la filière biologique. En cette période d'élection municipale, le GAB 85 a appelé les futurs élus à se rapprocher des agriculteurs bio locaux afin de construire ensemble des actions en faveur du développement de la filière. Il y a 4 mesures qui sont aujourd'hui soutenues par le GAB Vendée et dont on a beaucoup communiqué auprès des équipes. Donc le premier sujet, c'est le fait de maintenir les fermes bio en bio. Donc on pense aussi que les municipalités peuvent avoir un rôle à jouer sur ce point-là. Il y a donc la consommation de produits bio dans les cantines, donc par la loi Egalim, qui aujourd'hui impose 20% de produits bio. Et donc on défend cette loi pour qu'elle soit réellement appliquée dans les cantines et que les collectivités permettent d'aller même au-delà. On a aussi poussé l'idée d'ordonnance verte, donc le but étant de limiter l'exposition donc des femmes enceintes et des fœtus et jeunes enfants aux perturbateurs endocriniens. Et donc l'idée de l'ordonnance verte, c'est un professionnel de santé qui émet ces ordonnances pour que les femmes enceintes aient accès à des paniers de produits bio pendant cette période de la vie. La pratique des échecs séduit de plus en plus de jeunes. Au Sables-d'Olonne, le collège Jean Monnet organise un tournoi en partenariat avec le cercle d'échecs Sablé. Un tournoi lancé par l'un des professeurs de l'établissement, lui-même passionné. Lors de 3 journées, 24 collégiens s'affrontent sur la pause du midi, encadrés par leurs professeurs et des bénévoles du club. La dernière manche doit d'ailleurs se tenir aujourd'hui. Une initiative pour développer la discipline et espérer voir ces jeunes collégiens rejoindre un club par la suite. Reportage de Juliette Balzer. Vous respectez votre adversaire, vous lui serrez la main. Top chrono. Dans la salle, le silence est total. Le temps est compté pour les 24 collégiens participants. Ils n'ont qu'une heure pour assurer leur place la semaine prochaine. Ethan a toujours soutenu le projet. Ça a commencé par M. Méran qui a mis un sondage sur Pronote. J'ai répondu, j'ai dit oui. J'ai mis que des oui. Et du coup, là, aujourd'hui, c'était les 2 premières rondes. C'est bien passé. À l'origine de ce tournoi, un passionné, Georges Méran. Ce professeur de français a créé le club d'échecs au collège. Au départ, quelques élèves curieux. Aujourd'hui, l'engouement grandit et les ambitions aussi. Ça s'était très bien passé. On a respecté le timing. En fait, on est dans un temps contraint au collège. On a derrière un autre projet éventuel pour l'année prochaine, c'est de faire un peu grandir la chose en proposant au collège des alentours, au collège des Sables, de faire une sorte de tournoi au niveau Sablé entre les collégiens. Face à l'échiquier, les regards sont concentrés. Pour Alain, l'objectif est clair, faire une place aux échecs dans le système éducatif. Ça apporte tellement de choses positives pour les collégiens au niveau concentration, mémoire, réflexion, vision dans l'espace et puis prise de décision. Surtout, c'est vraiment l'école de la vie. Aujourd'hui, c'était une première pour eux. Ça, une petite adrénaline quand même, malgré tout. C'est un tournoi. Après 2 rondes, le tournoi s'est achevé. Rendez-vous le 26 mars pour connaître les grands gagnants du tournoi. 3 filles et 3 garçons seront sacrés vainqueurs.
Le festival Kids Folie est de retour à Saint-Jean-de-Mont du 4 au 29 avril prochain. Cette année, l'événement dédié aux enfants et à leurs familles prend le thème élémentaire avec une plongée au cœur de la terre, de l'air, de l'eau et du feu. Au programme, des ateliers créatifs, des spectacles, différentes animations en famille et des espaces dédiés notamment au Palais des Congrès Odyssea et à la médiathèque ou encore sur la plage des Oiseaux. Le point d'or du festival, ce sera le 18 avril avec une soirée spectaculaire mêlant pyrotechnie et spectacle aquatique, ouverture de la billetterie le 27 mars prochain. Kids Folie, tous les ans, c'est une nouvelle édition parce qu'il y a une nouvelle thématique. Cette année, c'est élémentaire avec les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Et tout est adapté pendant tout le festival pour les enfants autour de ces éléments. Nous avons cette année 3 spectacles pour les tranches d'âge différentes, mais sur des thématiques. L'arc-en-ciel, l'eau et les fonds sous-marins. Historiquement, le festival Kids Folies était adressé essentiellement aux enfants de 3 à 12 ans et on a vraiment eu cette volonté d'élargir un petit peu la tranche d'âge pour pouvoir proposer également des activités aux 12-16 ans. Alors pour plusieurs raisons et je pense que la principale c'est que les enfants qui ont participé à Kids Folies depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils ont 3 ans, ils ont beaucoup grandi et maintenant ce sont devenus des adolescents et c'est vrai que pour certains c'était un petit peu dur de se résigner et de dire qu'ils ne participeraient plus jamais à Kids Folies. Donc on a vraiment souhaité augmenter un petit peu cette tranche d'âge-là. Et c'est la fin de ce journal. Il est temps de refaire ensemble un point complet sur votre météo du jour avec Lucie. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce milieu de semaine pour un nouveau bulletin météo avec la journée du jeudi 19 mars. La matinée débute sous un beau soleil sur l'ensemble du département. Le mercure est un peu frais au réveil. 5 degrés à La Roche-sur-Yon, Montaigu ou encore la Châtaigneraie. 6 degrés dans le sud Vendée et 8 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, le temps reste stable avec des températures agréables. 14 degrés sur les Sables d'Olonne, la Tranche-sur-Mer et 15 degrés à l'intérieur des terres. Voici la suite pour les 3 jours suivants. Vendredi, la journée est lumineuse. Concernant le thermomètre, il s'échelonne de 4 à 8 degrés le matin et 12 à 15 degrés après le déjeuner. Samedi, le week-end commence toujours avec le soleil. Les températures, elles affichent un petit 4 degrés le matin pour atteindre 15 degrés au meilleur de la journée. Et dimanche, la carte reste sensiblement identique à la veille, avec tout de même un voile nuageux qui arrive au fil des heures. Je reviens au jeudi 19 mars pour compléter le bulletin. Le soleil se lève à 7h08 pour se coucher à 19h18. La mer est belle avec de bons coefficients, 97 et 101. Marée basse à 10h52 et pleine mer à 17h02. N'oubliez pas de fêter les Joseph. Je vous laisse en compagnie de Fanny demain. Je vous embrasse. Merci Lucie pour ce point complet sur la météo du jour. Il est temps de passer maintenant à Explique-moi. Et depuis plusieurs semaines, Caroline Tron vous explique les élections municipales. La semaine dernière, nous avions parlé notamment du parcours du votant ou encore du déroulement des différentes du scrutin sur l'ensemble des communes du département. Nous sommes aussi intéressés la semaine dernière au dépouillement bien sûr des bulletins de vote à l'issue donc des soirées électorales. On s'intéresse cette semaine au premier conseil municipal, le conseil municipal d'installation, celui durant lequel le maire est tout simplement élu par l'ensemble des conseillers municipaux. Regardez. À quoi ça sert ? De toute façon, ça me sert plus à rien. C'est quoi le conseil municipal ? Ah bon, le conseil municipal, le maire, c'est pas lui qui décide de tout. Parce que le maire, c'est vraiment lui qui décide de tout. Bienvenue au cœur de votre premier conseil municipal. Nous nous sommes quittés dans le dernier épisode à l'issue du dépouillement, avec donc une liste qui était vainqueur à l'issue des municipales. Il faut donc maintenant qu'elle s'installe, qu'elle prenne possession de son nouveau rôle ici à la mairie et surtout qu'on puisse connaître le nom et le visage du nouveau maire. Car vous vous souvenez, non, au cours des municipales, vous ne votez pas pour votre maire, vous votez pour une équipe municipale et c'est cette équipe ensuite qui va décider qui parmi elles va endosser le rôle de maire de la commune. Alors comment ça se passe ? Eh bien je vous propose une petite émission en 2 temps. On va d'abord commencer par essayer de comprendre le procédé justement de cette élection au cours d'une séance d'installation et ensuite nous verrons qui peut justement devenir maire, qui peut prétendre à cette fameuse écharpe tricolore. On commence donc par le déroulé.
Cette séance d'installation, c'est donc le tout premier conseil municipal de la nouvelle équipe qui est élue dans votre commune. Cette fois-ci, on ne va pas avoir besoin des isoloirs comme quand nous allons voter. En revanche, l'urne est en général présente au cours de cette séance puisque nous allons à nouveau procéder à un vote à bulletin secret. Tout commence quand même d'abord par l'arrivée de l'ancienne équipe municipale, en tout cas de l'ancien maire, qui va être le président de séance sur un très court instant. Il va arriver, il va installer les nouveaux conseillers municipaux dans leur nouveau mandat et ensuite il va passer la main. Ça y est, c'est terminé pour lui. Sa mission de maire du mandat précédent est finie. C'est le doyen des conseillers municipaux en place qui va devenir le président de cette séance d'installation. Et c'est lui qui va donc procéder à l'appel. Chaque conseiller, l'un après l'autre, va venir déposer dans l'urne le bulletin avec le nom d'un de ses collègues qu'il imagine donc maire. Ensuite, c'est un dépouillement à nouveau. C'est vraiment comme quand nous allons aux urnes. Et c'est celui qui remporte la majorité des voix qui devient alors le maire de la commune où nous sommes. Un mot sur ce scrutin quand même, à l'occasion de cette séance d'installation. Nous sommes sur un scrutin uninominal secret à majorité absolue, en tout cas pour les 2 premiers tours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un des conseillers municipaux qui ait plus de 50% des voix dans l'urne pour devenir maire, soit au premier, soit à l'issue du 2e tour. Mais si ce n'est pas le cas, si aucun conseiller municipal, à l'occasion de ce vote à bulletin secret, n'obtient plus de 50% des voix exprimées, on organise un 3e tour. Et là, c'est la majorité relative qui l'emporte, c'est-à-dire que c'est le candidat qui a le plus de voix qui décroche l'écharpe. Mais il peut y avoir égalité. Oui, des fois, dans certaines communes, les conseillers municipaux ne s'entendent pas. Dans ce cas-là, sachez qu'il n'y a pas de 4e tour, mais c'est le conseiller municipal le plus âgé qui devient le maire de la commune. Alors là, on a parlé assez mathématiquement de la personne qui peut devenir maire. Mais au fond, quel est le conseiller qui peut se présenter ? Il n'y a aucun texte qui dit que c'est forcément la personne en première ou 2e position de la liste pour laquelle vous avez voté au cours des municipales qui est automatiquement candidat et donc élu maire. Non, il n'y a aucun texte. Ça peut très bien être la dernière personne de la liste qui peut devenir soit maire, soit adjoint au maire d'ailleurs, qui est son équipe, sa garde rapprochée si vous voulez en quelque sorte. Évidemment, il y a des candidats qui se sont fait connaître, qui se sont désignés, mais vous, si vous étiez conseiller municipal, vous pourriez très bien décider que c'est une autre personne autour de cette table que vous voulez voir siéger à la première place de la commune. Alors maintenant, vous savez comment se passe cette première séance, cette installation du nouveau maire et du nouveau conseil municipal dans votre commune. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils vont faire après pendant 6 ans ? Petit impatient. En attendant, vous en savez un peu plus sur votre mairie et vos voisins aussi. Merci Caroline donc pour cette présentation du premier conseil municipal, le conseil d'installation. D'ailleurs, de nombreux conseils municipaux d'installation vont se dérouler en cette fin de semaine dans les communes qui ont déjà choisi leurs conseillers municipaux à l'issue du premier tour des élections municipales dimanche dernier. Et je vous rappelle que nous reparlerons élections municipales tout à l'heure à 8h10 avec notre invité du jour. Voici maintenant l'extrait. Et l'extrait ce matin, c'est Vivez la Vendée. Anaïs, cette semaine, va à la rencontre d'une chargée de communication au sein d'un supermarché vendéen. Objectif, comprendre pourquoi certains supermarchés vendéens cartonnent sur les réseaux sociaux. Regardez. Avec nos collaborateurs, comment aujourd'hui on va amener une vidéo ? Par exemple, c'est possible que j'ai pas d'idée, mais si on a des saisonniers, que les saisonniers apportent des idées, que les alternants apportent des idées, des choses qu'ils ont vues à l'école, avec des amis ou autres, c'est vraiment un échange. Donc en fait, il y a des espèces de réunions tous les jours ou quoi ? Même pas des réunions, mais chez nous, il faut savoir que c'est très spontané. Donc en fait, la spontanéité, ça prend le dessus et c'est ce qui plaît le plus, je pense, aujourd'hui dans notre communication. C'est que chacun apporte un petit peu, tiens, j'ai vu ça, ça serait sympa. Ou le soir, chez moi, mes collègues m'envoient des petites vidéos. Un tel a fait ci, un tel a fait ça, c'est très sympa. Comment tu expliques que sur Instagram, même TikTok, vous faites 1 million de vues, vous suivez des trends, des tendances sur les réseaux sociaux,
ou c'est l'algorithme, les secrets, les mystères de l'algorithme? Toutes les fois on a suivi les trends, c'est les fois où on ne fait pas le plus de vues, mais c'est là où on laisse la parole un petit peu aux gens, on va dire une petite phrase, on va les laisser s'exprimer. Et ce qui est vraiment génial, c'est de les voir se prendre au jeu et ça va être vraiment formidable. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro de Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de passer maintenant à Café Cuisine. Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, je vous le rappelle, ce sont 2 entrées pour le parc de Pierrebrune. Pour les remporter, il vous faut la réponse à la question que voici. Dans quel lieu Marion s'est-elle rendue dans le dernier numéro de l'émission Trésor caché? Et voici l'indice du jour, 4e indice de cette semaine. Ce lieu est l'un des plus anciens sites monastiques de Vendée. Je répète, ce lieu est l'un des plus anciens sites monastiques de Vendée. Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Vous avez maintenant l'habitude, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale. Vous retrouvez la question et l'ensemble des indices depuis lundi matin et tirage au sort parmi les bonnes réponses demain après-midi. Et je vous rappelle donc qu'il y a à gagner cette semaine 2 entrées pour le parc de Pierrebrune. Si vous nous quittez déjà, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais bien sûr sur TV Vendée. Si vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point sur l'actualité du jour.